Hop. Voilà. J'attends qu'on arrive à 40 personnes. Ok, bonjour à tous. Merci d'être là parmi nous aujourd'hui. Merci spécialement aux panélistes également pour vos contributions à cet atelier numéro 6 qui portera donc sur l'adaptation et l'eau en Afrique. Donc, première chose à mentionner, c'est que nous avons un bouton d'interprétation qui vous permet de suivre la session en anglais ou en français. Je vais juste répéter ça, mais en anglais. So we have a live translation available today. If you need to follow this session in English, all you have to do is click on the interpretation button that's at the bottom of your screen and choose the language you need to follow in. So we have English or French. Donc voilà. Donc, je m'appelle Eva Radek, je suis chargée des coalitions et des événements à l'association Climate Chance. Donc, pour présenter très brièvement Climate Chance, c'est une association internationale qui a été fondée en 2015, juste en amont de la COP21. Donc, l'idée de cette association était avant tout de réunir l'ensemble des acteurs non étatiques dans leur diversité pour faire en sorte qu'ils travaillent ensemble sur la question de l'action climat territoriale. Donc, nous disposons d'un portail de l'action, un portail en ligne qui permet en fait de diffuser de l'information concernant l'action climat territoriale, toujours bilingue. Nous publions tous nos contenus à la fois en anglais et en français. Et ce portail met l'accent surtout sur les projets de terrain, les bonnes pratiques et notamment les projets implémentés sur le continent africain. Donc voilà. Nous avons également un observatoire qui, maintenant depuis 3 ans, publie un bilan de l'action climat territoriale au niveau mondial. Notre observatoire de l'action climat analyse l'action climat territoriale effectuée, donc de l'action vraiment implémentée. Et vous pouvez retrouver tout cela sur notre site internet que je vais vous mettre dans le chat à la suite de notre intervention. Donc, nous organisons également des sommets annuels en Afrique. Nous réunissons notre communauté en amont des COP et c'est l'occasion pour que l'ensemble de nos membres de chacune des coalitions africaines puissent se rejoindre pour travailler ensemble et pour avancer sur le travail thématique de chacune de ces coalitions et pour avancer surtout avec le travail de la feuille de route de chacune de ces coalitions. Donc évidemment, cette année, nous n'avons pas pu maintenir le sommet qui devait se tenir à Kigali à cause de la crise sanitaire, mais c'est pour cette raison justement que nous avons décidé de transformer les ateliers que nous faisons habituellement en présentiel en ateliers virtuels. Et donc nous avons créé cette série d'ateliers virtuels qui nous permet de continuer à mobiliser notre réseau et à prendre des nouvelles de nos copilotes et des membres de chacune des coalitions depuis maintenant en juillet. Voilà, donc je vais maintenant passer la parole à Marie-Laure Bercambre, qui est la directrice générale du PFE, Partenariat français pour l'eau, qui est aussi copilote de la coalition Adaptation et eau, et qui co-animera cette session. Donc merci beaucoup pour votre présence et je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon atelier virtuel. Merci. Hop, attention, vous êtes sur mute toujours. Ah. Là, c'est bon. C'est bon. Bonjour à toutes et tous. Je suis effectivement Marie-Laure Bercambre, la directrice générale du Partenariat français pour l'eau. Tout d'abord, je voudrais remercier Climate Chance, avec qui nous travaillons de plus en plus pour sensibiliser sur les enjeux liés de l'eau et du climat, notamment à la COP25 encore en décembre. Et voilà, et merci pour cette nouvelle opportunité de casser les silos et de parler d'eau à des participants généralement plus intéressés par les enjeux du changement climatique et vice-versa. Il est très important d'élargir nos publics sur des enjeux aussi liés. Quelques mots sur le partenariat français pour l'eau. Donc le partenariat français pour l'eau a aussi un statut d'association. C'est une association française qui a été créée en 2007
et qui compte à peu près 200 membres, donc que vous trouverez répartis dans 6 collèges différents. Donc il y a parmi nos membres l'État avec un certain nombre de ministères qui travaillent sur l'eau et des établissements publics, l'Agence française de développement, l'Office français pour la biodiversité, les agences de bassin, toutes les agences de bassin, les offices de l'eau dans les territoires d'outre-mer aujourd'hui. Vous avez ensuite des membres qui sont parlementaires ou bien de collectivités avec la ville de Paris, Grand Lyon et d'autres, des acteurs de l'économie avec des très grandes entreprises comme Veolia, Suez et EDF, mais aussi des petites startups dans l'innovation, expertes sur divers sujets. Vous avez aussi les centres de recherche, le CNRS, INRAE, l'Office international de l'eau pour la formation. Vous avez aussi des associations, des fondations parmi nos membres, et puis enfin un collège de personnes physiques qui sont membres en leur propre nom. Tous ces membres travaillent au sein du Partenariat français pour l'eau sur 4 grandes thématiques, dans certains cas avec des sous-groupes de travail, sous-groupes thématiques. Donc, le premier qui chapeaute un petit peu tous, c'est l'eau dans les objectifs de développement durable, que vous connaissez sûrement, avec un objectif qui est dédié au changement climatique notamment. Il faut savoir qu'il y a 20 cibles sur l'eau dans les objectifs de développement durable, 8 dans l'objectif 6 qui est dédié à l'eau douce, mais 12 dans d'autres objectifs de développement durable. Ensuite, deuxième thématique fondamentale, l'eau et le changement climatique. Troisième, la biodiversité aquatique et les solutions fondées sur la nature. Et quatrième, l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène dans les situations de crise et de fragilité. Tous nos membres ont en commun de travailler à l'international et donc en Afrique aussi, bien sûr. Et la mission du Partenariat français pour l'eau est de faire en sorte que les questions d'eau douce soient mieux prises en compte dans les grands agendas internationaux et dans ce contexte de faire connaître les solutions qui ont été développées par des acteurs français et c'est ce que certains intervenants aujourd'hui vont développer pour vous. Avant de céder la place à la table ronde, aux autres intervenants, je voudrais informer les participants de 2 endroits où ils pourront trouver plus d'informations sur les membres justement du Partenariat français pour l'eau, plus d'informations sur l'expertise française sur l'eau. D'abord, sur notre site internet, donc, vous trouverez un lien vers Water Expertise France, qu'on appelle plus communément WeFrance, dans lequel vous trouverez des projets, des réalisations qui ont été faites par à peu près 102 acteurs sur 9 thématiques d'eau. Sur donc les thématiques suivantes, l'accès à l'eau potable, l'assainissement, l'hygiène et les eaux pluviales, l'eau et l'énergie, la gestion des risques, la gestion intégrée des ressources en eau, l'eau pour l'agriculture, l'eau pour l'industrie, la protection et la restauration des écosystèmes et enfin la qualité de l'eau et la lutte contre les pollutions. Vous trouverez donc à chaque fois le nom des opérateurs, les solutions qui ont été déployées, les réussites, etc. Donc, je vous invite grandement à aller sur cette plateforme. Et enfin, ma dernière slide, vous trouverez aussi sur notre site internet, dans l'onglet Production, les publications que nous avons réalisées avec nos membres, dont notamment la dernière Eau et climat, place à l'action, que nous avons sorti rendu public à la dernière COP, sur les réalisations des acteurs français pour répondre au dérèglement climatique. Il y en avait une autre, mieux connaître pour mieux gérer, sur la complémentarité entre les données de terrain et les données satellitaires, voilà, qui seront intéressantes pour vous aussi. Merci Marie-Laure. Et voilà, la place à la table ronde. Merci Marie-Laure. Alexandre Alix, donc chargé de mission eau et climat au Partenariat français pour l'eau. Donc encore merci à Climate Chance. Je vais donc laisser la parole à notre premier intervenant, donc qui sera Monsieur Georges Guilhem-Vuga, directeur des ressources en eau au SICOS, accompagné de Monsieur Christophe Brachet, directeur adjoint de l'OIO. Monsieur Georges, du coup, c'est à vous. Merci beaucoup. Donc, je tiens à remercier avant toute chose
de climate change, mais aussi les partenariats de l'eau qui nous associent à ces webinaires, afin de présenter les initiatives qui se développent au niveau de ce deuxième grand bassin au monde, que le bassin du Congo, après celui de l'Amazone. Donc, notre présentation, nous le ferons à 2 temps par moi-même, Georges Goulemvouga, directeur des ressources en eau à la SICOS, et avec notre collègue et ami Christophe Brachet, qui est le directeur adjoint à l'Office international de l'eau. Et comme bref présentation de la SICOS qui est la Commission internationale du bassin Congo-Bangui-Sanga, la volonté de 4 chefs d'État, Brazzaville, le Congo, RD Congo, et aujourd'hui joint par 2 autres pays riverains que l'Angola et le Gabon. Le premier mandat était celui de promouvoir la navigation fluviale parce que nous avons plus de 25 km de voies d'eau navigables dans les bassins. Donc, il a apparu important que une institution soit là pour promouvoir cette potentialité pour le développement de la sous-région. Et en février, ce mandat de la promotion de la navigation a été élargi à celui de la promotion de la gestion intégrée des ressources en eau du bassin. Suivant. Et donc, notre présentation, effectivement, comme vous l'aurez remarqué, ça porte essentiellement sur les suivis hydrologiques. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un fort déclin du réseau hydrométrique. Les bassins qui étaient vers les années 60, avec plus de 400 stations hydrométriques in situ, et c'est vu qu'avec une dizaine vers les années 90, donc il a apparu opportun parce que comme notre prédécesseur venait de le dire, on ne gère que ce que l'on connaît. Donc nous devons bien connaître la ressource par rapport à ses usages. Donc il nous a apparu d'aller vers la recherche des solutions pour réhabiliter ces suivis. Et l'altimétrie spatiale, comme ça venait d'être dit également, et là, c'est une nouvelle technologie qui peut évidemment inverser cette tendance de baisse des stations in situ à travers les stations virtuelles qui restent bien sûr complémentaires aux données in situ. Et en perspective, le SWOT, qui est la prochaine mission qui va révolutionner l'altimétrie spatiale par rapport à l'information sur la résolution spatiale et temporaire du niveau d'eau, va être encore une grande opportunité pour ce faire. Dans ces recherches de solutions, la SICOS a signé une convention avec l'AFD en 2015 lors de la COP 21 à Paris. Et après, il s'est suivi une déclaration d'intention avec le gouvernement français lors de la COP 22 pour élaborer un système d'information opérationnel sur l'eau, sur les changements climatiques dans les bassins du Congo. C'est ainsi que va être déclenché, sur financement bien sûr du gouvernement français, vers l'AFD, les projets du Congo. Le suivant. Et le projet donc avait pour finalité le renforcement de la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau transfrontalier qui est l'un des mandats de la SICOS et face à l'adaptation au changement climatique avec des objectifs comme celui de renforcer les capacités de la SICOS pour mieux assurer la fonction de ces suivis hydrologiques opérationnels. Bien sûr, nous sommes au niveau régional avec les acteurs pays
renforcer les institutions et les populations à s'adapter au changement climatique en contribuant à la création des services pour les usagers et intégrer l'utilisation de satellites d'observation de la Terre pour le suivi hydrologique. Donc, c'était ça les objectifs du projet. Et le projet avait 3 axes. L'axe suivi hydrologique, il fallait réhabiliter quelques stations in situ en vue de calibrer les données sentinelles altimétriques, mais aussi développer un service opérationnel qui était l'un des objectifs du projet, du suivi des systèmes hydrologiques à la SICOS, et développer les services aval opérationnels pour les usagers dans les domaines de la navigation et de l'hydroélectricité. Et l'assistance des maîtrises de l'ouvrage était assurée par l'OIO. Ainsi, la SICOS a été pris avec les bassins du Congo comme bassin pilote dans le suivi de la ressource avec les spatiales, donc l'altimétrie spatiale, et fait partie intégrante du groupe de travail sur l'hydrologie spatiale avec les institutions, comme vous le voyez, comme l'AFD, le CNES, l'IRD Bereli, le CNR, et CLC et l'OIO qui conduit ces groupes de travail, afin de capitaliser les innovations et par le transfert des techniques répondant aux besoins usagers des ressources en eau et dans les domaines de l'hydrologie, bien sûr, et des technologies spatiales, et surtout dégager des services aval ou des produits aval pour le développement des secteurs de l'utilisation, de tous les secteurs de l'utilisation de l'eau. Mais plus particulièrement, ce qui nous concerne, l'hydroélectricité et la navigation. Et mon collègue Christophe va démontrer les quelques services aval que nous avons développés dans la suite. Il a la parole. Merci beaucoup, Georges. Effectivement, donc l'OIO ayant accompagné ces activités, je vais continuer sur leur description. Donc, il a été fourni par l'IRD, le laboratoire Legos avec le CNES, une base de données donc sur l'altimétrie spatiale afin de voir un petit peu où on en est et quelle précision. Et je vous informe qu'on arrive jusqu'à 10 cm. Alors, avec les satellites Sentinelle ou autres actuels, 15 cm. Donc, on espère avec SWOT arriver à 10 cm de précision de mesure directe, ce qui est quand même extrêmement intéressant. Ensuite, des stations ont été installées par la SICOS avec l'aide de l'IRD, mais cette fois le laboratoire plutôt de Montpellier. L'INRAE ex-IRSTEA a beaucoup aidé. Donc, vous voyez, chacun a joué un petit peu sa partition dans le groupe hydrologie spatiale français pour transformer les débits, pour transformer en débit les altitudes calculées par satellite. Un gros atelier régional, vous voyez une photo avec la secrétaire générale de la SICOS, l'AFD et le CNES à la tribune, présidée par le Cameroun, avait été tenu à Yaoundé en mars 2018, qui a permis vraiment de donner une visibilité, y compris à la société civile et aux usagers. Le plus gros, je dirais, résultat, c'est un système d'information hydrologique, sans doute un des premiers au monde qui intègre à la fois les données au sol dites in situ, les données hydrométriques, les débits, et aussi les données spatiales développées avec l'appui de BRL et de l'IRD. Et enfin, des applications avec la Commission nationale du Rhône, la CNR, sur l'hydroélectricité, la navigation. On prépare d'autres applications plus sur les écosystèmes, les forêts inondées, etc. dans la prochaine phase. Donc le SIH, vous voyez, on rentre à la fois les données, les hauteurs d'eau qui ont se transformé en débit classiquement au sol, mais aussi des données d'altimétrie spatiale. Et ce système fonctionne aujourd'hui à la SICOS. Une application sur l'hydroélectricité pour identifier le potentiel hydroélectrique. Donc là encore, les données spatiales ont été extrêmement utiles. D'ailleurs, la CNR a également développé une application sur la prévision pour la navigation fluviale, qui était le premier mandat de la SICOS, comme l'a rappelé Georges, pour prévoir éventuellement des tirants d'eau trop faibles pour les navigants.
Et enfin, je terminerai en disant que donc voilà, vraiment, l'AFD, les différents partenaires avec la SICOS, ont trouvé que vraiment c'était extrêmement intéressant. Ça permet de mieux utiliser les données, y compris l'innovation spatiale, avec derrière des modèles, y compris modèles d'allocation de l'eau, etc. Mais qu'il faut continuer, poursuivre en collaborant peut-être plus avec les services hydrologiques nationaux des 6 pays de la SICOS, mais aussi le secteur de la recherche s'agissant du spatial. Je parle de la recherche africaine qui doit être peut-être un peu plus impliquée, et on a le plaisir de vous informer qu'une nouvelle phase a été signée entre l'AFD ainsi que le Fonds français pour l'environnement mondial pour développer une nouvelle phase en collaboration avec le projet GMES for Africa, dont s'occupe la SICOS dans le bassin du Congo, qui est un projet de l'Union africaine financé par l'Union européenne. Nous vous remercions. Merci Christophe pour cette présentation. Merci Georges. On va passer à l'intervenant suivant avec Monsieur Nourdine Sakraoui, donc responsable filière épuration et dépollution au LIREC, qui est une filiale du coup de Suez. Nourdine. Bonjour tout le monde. Alors tout d'abord, je remercie Climate Change pour ce webinaire ainsi que tous les acteurs. Bonjour à toutes et à tous. Alors, est-ce que je partage mon écran? Alors, est-ce que vous arrivez à voir ma présentation? C'est bon? Oui, très bien. Alors, je présente l'idée qu'est la société de distribution de l'eau, l'électricité, la gestion de l'assainissement au niveau du Grand Casablanca. L'idée qui est filiale de Suez. Je vais vous parler de la station d'épuration de Mediouna et de son projet de jardin d'expérimentation d'agriculture urbaine. Alors, sans tarder, je vais présenter un peu le site, sa technologie. Donc, vous avez une vue 3D de l'usine. Donc, on commence le traitement des eaux usées par une fosse à bâtard qui reçoit les eaux usées. À l'aide d'un grappin, on recueille les macro-déchets. Ensuite, on arrive sur un dégrillage grossier 40 mm. Tous les déchets de dimension supérieure à 40 mm sont retenus, mis en benne, ils sont mis en décharge. Le relevage de l'installation, puis à l'étage, on retrouve le dégrillage fin à 10 mm. Tous ces déchets sont compactés, essorés, mis en benne et puis ils sont mis en décharge. Alors, le pré-traitement se termine par une opération de dessablage, dégraissage et un micro-tamisage, et ainsi on enlève tous les macro-déchets de manière physique et mécanique. Alors ensuite, on s'attaque à la pollution dissoute avec un réacteur biologique par la technologie bioactivée. Donc, à l'aide d'aérateurs, on ramène de l'oxygène aux bactéries et elles se chargent d'éliminer carbone, azote et phosphore. Alors, la particularité de cette installation, ce sont les membranes d'ultrafiltration, donc, qui sont installées pour un rôle de clarification secondaire pour séparer les boues de l'eau traitée, mais aussi elles ont un rôle de désinfection physique, c'est-à-dire qu'elles retiennent non seulement les boues, mais elles retiennent tout ce qui est bactéries, virus, etc. Et aussi, elles retiennent des virus comme le corona, les membranes Suez de marque Xenon. Ils ont un seuil de coupure assez élevé, donc avec un diamètre de pore de 40 nanomètres, alors que le coronavirus, selon la biographie, donc, il a des dimensions de 80 nanomètres à 200 nanomètres, donc au moins 2 fois plus grand que les pores
de la membrane. Donc, ainsi, la membrane permet de bloquer le coronavirus si éventuellement il persiste à ce niveau de traitement. Parce qu'aujourd'hui, il y a des recherches et des actions qui se font pour le dépistage du corona dans les eaux usées. On est sur un programme aussi avec l'État marocain pour valider les protocoles d'analyse et d'échantillonnage afin de dépister le corona dans les eaux usées. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun protocole qui est complètement validé. Donc, les autres opérations au niveau des installations sont la déshydratation, donc le séchage des boues, et la désodorisation de tous les locaux, donc avec des tours de lavage acide et basique pour rejeter un air qui est dépollué. Alors, cette installation, il a eu un fort impact au niveau de la zone. Donc, vous voyez dans les photos, avant l'installation de la station d'épuration, donc c'était une zone marécagée qui sentait beaucoup. Aujourd'hui, ce sont des terrains qui sont complètement viabilisés. Alors, normalement, l'installation, donc là où installer l'usine au départ, donc il n'y avait que des terrains agricoles autour, et donc on était sur des projets d'irrigation. Une fois l'usine installée en 2013, donc des constructions commençaient à s'implanter autour de l'usine. Et donc aujourd'hui, l'usine est complètement entourée d'habitations. De par l'impact qu'elle a eu sur les eaux usées, mais aussi au niveau des odeurs. Donc, ici, ce sont des photos qui sont prises du même angle, et on voit à entre l'installation de l'usine et aujourd'hui, donc l'usine est complètement entourée d'habitations. Au-delà de ce rôle, en fait, sur le développement urbain de la commune de Médina, on a piloté un projet de réutilisation des eaux usées dans un jardin d'expérimentation d'agriculture urbaine. Donc, sur 1200 mètres carrés, on a aménagé un espace en collaboration avec des chercheurs pour implanter plusieurs espèces de plantations afin d'expérimenter les eaux usées dans l'irrigation et que ça serve à un espace pédagogique de sensibilisation des agriculteurs de la région, mais aussi les universitaires et les chercheurs. Donc, entre le démarrage de ce projet et aujourd'hui, donc, de très beaux résultats en termes d'irrigation, en fait, de résultats de plantation. À peu près 100% des espèces ont pris à 100% pour que le traitement réalisé par l'installation est efficace. Ce projet aussi, il a été primé en 2018 par un prix A52 pour le développement et ainsi contribuer au développement urbain et économique de la ville de Médina. Voilà tout pour moi. Merci Nourdine pour cette présentation. On va passer donc à notre autre intervenant, M. Médard Daoudo, chargé de projet CIDR Pamiga Credel ONG, sur le projet des SFN, les solutions fondées sur la nature, en appui à la GIR, donc gestion intégrée de la ressource en eau dans le delta de l'Ouémé et du lac Nokoué. Donc Médard, c'est à vous. Ok, merci beaucoup. Je vais partager l'écran. Je ne sais pas si vous voyez mon écran déjà. Oui, c'est très bien. Donc, je me présente, c'est Médard Daoudo. Je suis chargé du projet JSFN Ouémé, un projet d'appui à la gestion intégrée des ressources en eau dans le delta de l'Ouémé du lac Nokoué au Bénin. J'ai encore eu la chance d'être animateur entre-temps dans la zone du projet, ce qui m'a permis quand même de
de mener avec aisance les activités que je viens de faire actuellement avec les populations. On a choisi le projet JSFN Ouémé pour le mettre en œuvre et à cause d'un constat que les inondations au Bénin sont devenues récurrentes depuis quelques années et ces inondations sont aussi dévastatrices et s'amplifient avec les changements climatiques d'année en année. La zone du sud du Bénin où le projet est mis en place est une zone de plus en plus peuplée avec des populations qui ne sont pas toujours habituées aux questions d'inondation à cause du fait qu'il y a Cotonou, qui est la plus grande ville du pays et qui draine du monde chaque année des gens venant d'autres territoires et qui viennent s'installer dans cette ville ne sont pas toujours adaptés aux questions d'inondation. Donc, du coup, quand les problèmes surviennent, ils ont beaucoup de dommages. Les inondations, les eaux qui inondent la basse et moyenne vallée de l'Ouémé, que je vais présenter tout à l'heure, viennent en grande partie de la partie supérieure du pays qui est située sur le socle cristallin, donc peu d'infiltration, alors que c'est la plus grande partie du bassin. Et quand il pleut là-bas, les eaux drainent, et le cours d'eau qui est le fleuve Ouémé draine les eaux vers le sud du pays qui inonde. Donc, il y a aussi les zones du sud du Bénin qui sont sur le plateau et qui contribuent aussi aux inondations dans la basse et moyenne vallée du Bénin, dans ce sens que les eaux qui quittent ces territoires-là sont drainées aussi par des rivières pour augmenter la quantité d'eau venant du nord du pays dans le fleuve Ouémé. Les inondations ainsi présentées au Bénin constituent le point de départ qui est de notre réflexion et qui sont réellement vécues, d'où la réflexion de la GIE pour aborder ensuite d'autres problématiques qui sont aussi vécues, à savoir des conflits entre éleveurs et agriculteurs qui se posent chaque année parce que la partie septentrionale du pays étant une partie dans la zone soudanienne, il n'y a pas assez de pluie, donc les éleveurs, les peu transhumants qui quittent là-bas avec leurs bœufs viennent au moment où les producteurs agricoles du Sud sont en pleine campagne. Donc, il y a des conflits qui sont liés à cette transhumance-là et qu'il faut aussi chercher à régler dans la problématique de la GIE. Il y a aussi des problèmes de surexploitation de la pêche. Et encore d'autres problèmes, c'est la qualité de l'eau qui est perturbée par l'érosion et l'utilisation d'intrants agricoles, d'où l'eutrophisation, l'envahissement par la jacinthe d'eau. Il y a aussi le problème de déboisement des berges qui occasionne encore un complément des cours d'eau. Le projet que nous mettons en place est un projet que nous mettons en œuvre, un projet accompagné techniquement et financièrement par l'Agence de l'eau Seine-Normandie à hauteur de 222 000 euros. C'est un projet qui va durer 2 ans, mis en œuvre depuis juin 2019 et va terminer en juin 2021. Et au Bénin, le projet est implémenté par un consortium de 3 structures, à savoir le CID PAMIGA, qui est une ONG française, et le Crédel ONG, qui est une ONG béninoise, et Africa Green Corporation SA, qui est aussi une entreprise béninoise qui intervient dans les questions de génie écologique. C'est un projet complémentaire à un programme plus vaste qui est le programme OMI-Delta, soutenu par la SNV à travers les fonds acteurs non étatiques qui est mise en œuvre aussi au Bénin dans 6 communes principalement. Donc ce projet JPSE, OMI-Delta ANEJPSE, est mis en œuvre suivant une approche communale, donc territoriale, alors que, parlant de la GIE, nous devons quand même comprendre qu'il faut plutôt travailler suivant une approche bassin. Donc, d'où le projet JSFN Ouémé que nous mettons en œuvre est venu pour compléter l'action du projet JPSE sur le territoire. Donc, le projet a 3 composantes.
une composante gouvernance et connaissance de la GIR et de la gestion intégrée des risques d'inondation, une composante mesure d'adaptation et de résilience face aux inondations, et une troisième composante diffusion à l'échelle du bassin de l'OME d'un mécanisme pérenne de financement de la GIR. Donc, je vais vous présenter les deux premières composantes qui font objet de l'atelier d'aujourd'hui. Il se pose aussi une question d'échelle. Le projet GSFN OME est mis en œuvre suivant 3 échelles. L'échelle de bassin versant de l'OME, tout le bassin versant pour des concertations amont-aval entre les différents acteurs. L'échelle de la basse et moyenne vallée de l'OME pour l'élaboration d'un plan de gestion des risques d'inondation PGRI. Et 3 unités hydrologiques que je vais définir qui sont utilisées comme des sites de recherche-action. Donc voilà un peu la zone du projet. Donc, suivant la composante numéro 1, nous avons eu à mener une étude hydrologique, commanditer et valider une étude hydrologique qui a permis d'identifier 5 unités hydrologiques et 3 points noirs hydrologiques, des points où le problème de ruissellement et d'inondation ne se pose pas avec acuité, mais qui contribuent fortement aux inondations dans la basse et moyenne vallée de l'OME. Nous avons également élaboré un état des lieux, des connaissances et pratiques de conservation des eaux et des sols. Ce rapport est disponible déjà et nous avons pu repérer que les populations connaissaient déjà près de 10 techniques pour lutter contre le ruissellement et les inondations. Et nous sommes aussi en train de faire une étude de vulnérabilité au changement climatique et pour nous permettre de définir les facteurs qui influencent la survenue des inondations dans la basse et moyenne vallée de l'OME et d'analyser les paramètres changeants et qui peuvent contribuer quand même à juguler les questions d'inondation. Suivant la composante numéro 2, mesures d'adaptation et de résilience aux inondations, nous avons mis en place des micro-actions J avec les communautés que nous avons sensibilisées et cela nous a permis de les appuyer à mettre en place des digues de sable, des diguettes de sable en sac, des cordons pierreux, des suppressoirs de mares et la mise en place de plans anti-érosifs pour lutter contre l'érosion et le ruissellement. Nous avons aussi des aménagements de bassins que nous sommes en train de faire à travers la mise en place de lignées de digues de surversant, de diguettes, et de la définition d'un plan d'aménagement sur les unités hydrologiques que nous avons définies, 3 sous-bassins, pour le projet GSFN, proprement parce que la partie Omi-Delta, c'est des aménagements qui sont plus gros, qui sont plus grands, qui sont en train de mettre en place. Et aussi des mesures de restauration des sols et de sauvegarde des zones d'expansion naturelle de crues. Nous avons aussi prévu le reboisement des berges d'un certain nombre de cours d'eau et des dispositifs de stockage d'eau, des mesures anti-érosives en solutions fondées sur la nature. En parlant des solutions fondées sur la nature, nous, on a demandé à nous mettre à disposition 5 hectares de terres complètement dégradées que nous allons utiliser comme des sites écoles pour expérimenter certaines techniques comme le SAI et les autres techniques pour montrer aux populations comment faire pour quand même avoir la paix au niveau de ces problèmes d'inondation et de ruissellement. Donc voilà, en gros, le projet, c'est pour accompagner les populations pour freiner l'ampleur des ruissellements par la mise en place d'aménagements douces, d'améliorer la capacité du sol à l'infiltration en adoptant des mesures agricoles, vous voyez sur la photo, et d'améliorer la résilience des territoires aux inondations en ayant recours aux solutions fondées sur la nature. Donc, en photo, nous voyons une diguette que nous avons réalisée sur coupe de niveau, sur le bassin où nous intervenons, quand même pour pouvoir freiner l'eau dans son ruissellement et lui permettre de s'infiltrer au lieu d'aller directement vers les cours d'eau. Donc, c'est un cordon pierreux parce que la zone dans laquelle nous travaillons, il n'y a pas
de pierre comme ça. Donc, on le fait en terre battue et puis un peu renforcé avec du ciment pour pouvoir freiner le ruissellement. Ici, c'est des digues de sable en sac des diguettes de sable en sac que nous réalisons toujours sur des coupes de niveau pour freiner le ruissellement. Donc, nous faisons aussi de la sensibilisation. Et cette photo-là, c'est un jeu de cartes de cette famille sur l'archive que nous jouons avec les populations, nous les formons à jouer et profiter de ça pour les sensibiliser sur certaines pratiques, certaines notions de la gestion intégrée des ressources en eau et de la gestion intégrée des risques d'inondation. Parlant de la composante 2, il y a des forces et faiblesses. Il y a une acceptabilité sociale des populations et notamment des agriculteurs sur la mise en place des solutions que nous avons proposées et qui sont retenues avec eux-mêmes. Il y a une forte mobilisation communautaire autour des aménagements en cours. Mais la faiblesse est que dans la population, il y a certains quand même qui sont réticents, ceux qui ne sont pas convaincus, qui disent qu'ils ne vont pas laisser les terres parce qu'à la longue, on peut leur arracher la terre lorsque la terre sera restaurée, ainsi de suite. Donc, c'est des questions que nous essayons quand même de résoudre chaque jour. Donc, je vous remercie pour avoir suivi ma présentation. Merci Médard pour cette présentation. Pour information, on devait avoir un autre intervenant qui du coup n'est malheureusement pas présent aujourd'hui. Donc on va passer à notre séance questions-réponses. Donc j'ai bien pris note de vos questions que certains panélistes ont déjà répondu d'ailleurs. Donc j'ai pu en noter certaines. Hop, attendez. Donc, notamment une question de Yvan Kédage qui est adressée à Nourdine. Donc, Yvan, je t'invite, si possible, à actionner ton micro. Donc, je vais poser la question et vous, du coup, vous pourrez procéder à l'échange. Donc, comment et par qui est assuré le suivi qualité des eaux, préservation de la santé des populations, sensibilité des populations dans le cadre du jardin expérimental d'agriculture urbaine présenté? Et est-ce qu'une réplication, une duplication à grande échelle est-elle envisagée pour un véritable impact face à l'adaptation au changement climatique? Oui, bonjour à tous. Merci à Alix, toute l'équipe à la fois de Climate Change et du PFE, dont nous sommes entre autres administrateurs. Et effectivement, tout est dit dans la question, donc je ne vais pas me répéter, vous l'avez entendu. Merci Alix. Je pense que c'est plutôt un dialogue sur ces projets qui sont mis en place de façon expérimentale, Nourdine, sur certains quartiers. Est-ce qu'ils sont en perspective d'être répliqués? Et puis surtout, quelle est la sensibilité au regard des réactions des populations, des contraintes de suivi, notamment en termes de qualité bactériologique, lorsqu'on parle de reuse. Voilà comment c'est abordé dans le cadre de ce projet, dans les perspectives de réplication. Merci beaucoup. Alors, merci pour votre question. Donc, effectivement, le jardin est dans l'enceinte de l'usine, le jardin expérimental. Ainsi, les eaux traitées subissent un contrôle d'autosurveillance. Il y a des échantillonneurs mobiles avec des échantillons composites à l'entrée et à la sortie. Donc, ce suivi il est fait de façon hebdomadaire. On analyse tous les paramètres physico-chimiques des CO, des Bio5 MES et bactériologiques, et coliformes fécaux, les Edelman. Donc, ça, c'est un suivi régulier hebdomadaire avec lequel on mesure l'efficacité du traitement et la qualité des eaux réutilisées. Aussi, on fait dans le cadre de notre certification environnementale 14001 un suivi des métaux lourds de manière trimestrielle, donc sur les eaux usées. Aujourd'hui, les membranes ils présentent un niveau de désinfection donc, qui est irréprochable parce que c'est une barrière physique et donc ils livrent une qualité d'eau qui répond aux normes nationales et internationales en termes d'irrigation. De là, le jardin expérimental, effectivement, c'est
un espace d'expérimentation, surtout pour les universitaires, et un lieu de sensibilisation pour les agriculteurs et les riverains de Médina. Sa duplication ou sa généralisation nécessite une étude beaucoup plus approfondie en termes de réseau de dessertes, d'équipements, etc. Aujourd'hui, nous, on en a fait l'expérimentation pour encourager les riverains à pouvoir aborder cet aspect d'agriculture urbaine et d'encourager le domaine agricole aux alentours de Médina. Mais de là, le projet aujourd'hui, il est limité au niveau de l'usine. Donc, il n'est pas encore généralisé. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je pense. Sinon, Yvan, au pire des cas, me marquera un petit message s'il souhaite un complément. Une autre question. Ah, voilà, oui. Yvan. J'ai repris Mélenchon. Non, merci beaucoup, Nourdine. Peut-être un complément au regard du contrôle également par l'État. Est-ce qu'il y a l'ONE, d'autres intervenants santé qui sont amenés à faire ce que je vais appeler des analyses régulières ou des contre-analyses également pour compléter votre autocontrôle. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, donc tout à fait. Donc, la station de Médina est une usine qui est auquel on lui a octroyé une autorisation de déversement avec l'agence du bassin hydraulique. Auquel contexte elle est contrôlée de manière inopinée à une fréquence trimestrielle. Donc, le laboratoire LP2E, mandaté par l'agence du bassin, il arrive sur l'usine, pose ses préleveurs donc il ne nous envoie pas les résultats des analyses, mais en cas de dépassement non conformité, on est avisé. Jusqu'à aujourd'hui, aucun dépassement n'a été enregistré et ils approuvent la qualité d'eau qui est contrôlée au niveau de l'usine. Mais effectivement, on est contrôlé par les instances de l'État via l'agence de bassin hydraulique. Merci Nourdine pour ce complément. Alors, on va passer à une autre question, cette fois-ci un peu plus liée à l'actualité notamment. Concrètement, comment vos activités ont été impactées par l'arrivée de la crise sanitaire? Est-ce que vos activités étaient-elles freinées ou modifiées? Donc là, je m'adresse à tous les panélistes, donc celui qui souhaite prendre la parole, qu'il active son micro. Je peux toujours enchaîner. Bah, allez-y, Nourdine. Alors, effectivement, donc, le Covid a certainement impacté, en tout cas, l'activité que moi je gère, donc, qui est l'exploitation des usines. On n'a pas beaucoup été impacté. On était dans ce qu'on appelle notre PCA, notre plan de continuité d'activité. Et 100% de nos effectifs aujourd'hui, pendant cette période, ils ont continué à assurer leur mission de façon normale. Parce qu'on parle d'installation industrielle, la télégestion, enfin, où les opérations se fassent difficilement à distance, malgré qu'on arrive à gérer des installations soirée et week-end à travers un système télégéré, mais de là, il y a des opérations, la déshydratation et autres opérations qui requièrent de la main-d'œuvre sur place. Sinon, l'idée qu'effectivement a mis en place un plan de continuité d'activité avec, surtout dans les 3 mois de confinement qu'a connu le Maroc, donc le télétravail sur un ensemble de personnel, toutes les fonctions qui arrivent à travailler à distance, donc ils ont été demandés d'assurer leurs fonctions par télétravail. Et aujourd'hui, dans cette période transitoire, on
continuer à alterner entre le télétravail et le présentiel parce que, à mon sens, à mon avis, le télétravail ne remplace pas à 100% le présentiel. Et donc aujourd'hui, pas mal de fonctions sont alternes entre télétravail et présentiel. Merci, oui, Nourdine. je voulais également dire un mot sur, oui, l'impact est évident. En tant que structure régionale, nous accompagnons les pays, donc leurs services qui ont, dans les sujets qui nous concernent du suivi hydrologique, les services hydrologiques nationaux, mais aussi dans d'autres pays, assez de la météorologie qui s'occupe du suivi hydrologique. Donc, beaucoup d'initiatives ont été retardées à ces niveaux-là, beaucoup de rencontres. Donc, l'impact est réel et aussi, comme structure régionale, nous travaillons avec les partenaires internationaux qui, tout ce qui était prévu dans notre plan d'action ne pouvait pas avoir les jours. Et oui, on peut bien travailler comme nous le faisons maintenant en virtuel, mais vous savez, la problématique de la technologie, ces nouvelles technologies en Afrique, ça pose problème, le problème des connexions Internet et autres. Donc, si, du moins nous, au niveau de la structure régionale, nous pouvons avoir ces capacités, mais au niveau des pays, il y a beaucoup de difficultés également à ces niveaux. Donc, ça retarde la mise en œuvre des activités prévues. L'impact est réel. Donc, bien que la vague en termes de la maladie, comme nous le suivons tous, n'est pas du même niveau, mais la prévention ou les gestes qui sont exigés, on a été confinés pendant plusieurs mois, donc ça s'est fait également comme ça c'est ici comme ailleurs, donc ça impacte beaucoup de nos activités sur l'ensemble des activités, mais de manière particulière du suivi hydrologique, parce que beaucoup de stations, si nous pouvons bénéficier des stations virtuelles, ça c'est un avantage que nous avons, mais par rapport aux stations in situ, la mobilité même au niveau interne n'est pas encore totale au niveau de beaucoup de pays. Voilà un peu quelques éléments que je peux ajouter à ce niveau. Merci Georges pour ce point de vue. On continue avec les questions. Cette fois-ci, j'en ai certaines ciblées pour Médard, notamment deux qui sont ciblées autour des agriculteurs en question des conflits avec les éleveurs et agriculteurs. Quelles sont les solutions qui ont été trouvées dans ce projet vis-à-vis justement de ces conflits et est-ce que ont-ils un impact sur la sécurité alimentaire des agriculteurs et des éleveurs? Ok, merci. La question de conflit entre les agriculteurs et éleveurs est une question qui dépasse de loin la compétence de notre projet parce qu'il y a plusieurs années que ce fléau a commencé par sévir et chaque année, c'est des conflits qui vont jusqu'à des pertes de vies humaines, des conflits entre peuples et agriculteurs dans la zone du projet où parfois c'est des morts d'hommes qu'on enregistre. Donc, l'État a pris des dispositions, mais tout ce que nous avons fait, c'est de sensibiliser les populations toujours à aller de façon, comment dire, simple et à trouver des solutions à l'amiable que d'aller, parce qu'il y a aussi que les populations, eux-mêmes, quand les bœufs viennent dévaster leurs champs, ils prennent, eux aussi, ils revendiquent, ils tuent des bœufs. Et le peuple ne peut pas accepter voir son bœuf mourir comme ça. Lui aussi, il sort son âme et puis ça dégringole. Il y a toujours des problèmes, quoi. Donc, nous, on sensibilise les gens, mais l'État a pris des mesures quand même pour mettre en place des couloirs de transhumance qui ne sont pas toujours respectés, mais avec la police et puis tout ce qui se met en place, les dispositifs. Le problème est en train d'être réglé, mais ce n'est pas d'ici demain. Est-ce que
les conflits impactent la sécurité alimentaire, je vais dire oui, parce que quand l'agriculteur, lui, fait son champ, la nuit, de nuit ou de jour, les bœufs, quand ils rentrent, ils dévastent le champ. Et il y a certaines cultures qu'on ne peut pas faire dans les champs, par exemple, produire du manioc. Ce n'est plus possible dans la zone du projet du moment où les bœufs appètent bien cette plante-là. Quand ils rentrent dans les champs, c'est qu'ils dévastent ça. Donc, ça affecte la sécurité alimentaire au niveau des agriculteurs. C'est pourquoi le problème se pose. Et voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, c'est fin. En tout cas, pour nous, ça nous semble pertinent. Je vais continuer avec vous, Médard. Notamment, j'ai une question sur quels sont les premiers effets de votre projet sur la gestion des inondations. Nous avons des indicateurs que nous suivons, mais le projet a commencé à être mis en œuvre il y a 1 an et les solutions que nous sommes en train de mettre en place, c'est maintenant concrètement que nous avons commencé la mise en place des solutions. Donc, pour nous, c'est de réduire d'au moins 15% le flux d'eau qui va vers le cours d'eau. Donc, avec les indicateurs que nous suivons, avec cet indicateur et le volume d'eau que nous pouvons, permettre de s'infiltrer à travers nos digues, nos diguettes et les mares que nous allons creuser avec les différentes techniques quand même, on peut l'estimer. Il y a une étude qui a été faite pour pouvoir permettre de suivre cet indicateur également. Donc, on n'a pas de chiffres maintenant pour afficher, pour dire le problème a été résolu à tel niveau. Merci, Médard. On va continuer les questions avec cette fois-ci donc une question adressée, on va dire, à tous les projets. Hein. Dans quelle mesure votre élaboration des solutions avec la communauté locale a-t-elle été intégrée ou participative? Donc, Médard, si vous souhaitez continuer, et après on pourra passer la parole, pourquoi pas, à Georges et Nourdine. Reprenez-moi un peu la question parce que ça, le réseau a fait. Alors, dans quelle mesure votre élaboration des solutions avec la communauté locale, elle a été intégrée ou participative en fait? Oui, c'est très participatif ce que nous faisons parce que dans un premier temps, nous avons élaboré un plan de sensibilisation, on a sensibilisé les populations sur les différentes techniques. Et c'est à eux-mêmes maintenant de voir le contexte dans lequel ils vivent, de choisir. C'est ce que j'appelle les micro-actions qu'ils ont mis en œuvre par eux-mêmes. Donc, nous, on a appuyé un peu financièrement. Eux-mêmes, ils sont restés à l'acte pour pouvoir mettre en place ces solutions. Même aujourd'hui, lorsque nous travaillons sur les sites agricoles pour la restauration des sols et la conservation de l'eau, c'est eux-mêmes, on ne va pas chercher de la main-d'œuvre ailleurs pour venir le faire, c'est eux-mêmes qui sont à l'activité, c'est eux-mêmes qui travaillent pour mettre en place ces solutions-là, donc c'est participatif. Merci Médard. Georges, est-ce que vous souhaitez compléter, vous, avec votre vision? Oui, la SICOS, qui est l'émanation des pays, dans tout ce qu'elle est en train de bâtir, c'est avec la participation des acteurs. Donc, nous avons, nous, à la SICOS, qui est la mise en œuvre, effectivement, de la participation comme l'un des principes de l'AGIR, nous avons des plateformes de concertation nationale. Donc, toutes les activités qui sont planifiées sont présentées avec les parties prenantes qui les valident. Et pendant la mise en œuvre, c'est toujours avec eux. Donc, par exemple, l'élaboration du système hydrologique, d'information hydrologique, a été élaborée avec la participation parce que les données devraient venir des acteurs nationaux, donc avec la participation de tous ces acteurs, mais aussi dans la compréhension et la transparence. Donc, qui fait quoi et quel est le niveau d'intervention de la SICOS qui mobilise les partenaires pour venir appuyer ces acteurs qui sont sur le terrain. Donc, tout s'est fait vraiment avec la participation des acteurs
et tous les outils qui sont élaborés et les missions sur les éléments techniques, c'est avec la participation des experts techniques pays. Et c'est comme ça que nous intervenons au niveau du bassin du Congo. Merci Georges. Donc je vais interrompre du coup la session questions-réponses, mais en fait c'est pour donner la main à notre autre intervenant qui a réussi enfin à se connecter. Donc Madjouri Tandia, si c'est bon pour vous, on vous laisse la main 3-4 minutes pour une présentation assez rapide pour nos internautes. Ok, merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Voilà, ok, très bien. Je suis désolé pour ces problèmes de connexion. Voilà, donc nous, au niveau de la Mauritanie, ici à Telmia, on a travaillé avec le ministère de la Pêche sur un projet de réhabilitation du marché aux poissons de Nouakchott. Comme je l'avais dit, quand même, c'est un projet vraiment économique. C'est financé par la banque. Mais dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, il y a quand même le volet environnement et adaptation qui est assez bien pris en compte dans la mesure où, bon, avant de rentrer sur ça, vous dirais un peu quelles sont les activités de ce projet. En fait, c'est la réhabilitation du marché aux poissons de Nouakchott. Ça consiste donc à sécuriser la plage des pêcheurs, parce que c'est en même temps une plage, c'est en même temps un marché, donc la sécuriser par une clôture avec des entrées et des sorties bien contrôlées, mais aussi de renforcer en fait le réseau électrique dedans avec des postes de transformation. Ça c'est le volet sécuritaire. Maintenant il y a un volet assainissement, donc qui est la conception d'un ensemble de blocs de latrines, parce que c'est quand même un marché qui reçoit beaucoup de monde, où il y a même certaines habitations. Et ça, c'est dans la phase 1. Et dans la phase 2, c'est la réalisation d'une station de traitement des eaux usées. Donc, avec 3 réseaux. On a un réseau d'évacuation des eaux usées domestiques, un autre réseau d'évacuation, mais des eaux usées industrielles issues du traitement du poisson, et puis le renforcement du réseau d'eau potable. Et sur l'aspect environnement, donc c'est qu'on a pris en compte cet aspect à travers un traitement jusqu'à un niveau tertiaire qui permet en fait de récupérer donc les eaux usées domestiques traitées, donc de les stocker, de pouvoir les utiliser donc pour alimenter en eau donc le projet de conservation du cordon littoral, c'est-à-dire par la fixation biologique. Donc, c'est ça, cette fixation biologique utilisera donc les eaux traitées donc, de la station, mais aussi par la mise en place d'un périmètre maraîcher au niveau du site aussi, donc pour la coopérative des femmes mariées qui sont au niveau de cette plage, donc pour pouvoir s'adonner un peu à cette activité agricole, ça veut dire que tous les eaux usées qui sont traitées, au lieu de les rejeter en mer, donc sont réutilisées donc, pour ces 2 activités qui est le maraîchage, mais aussi la fixation biologique du cordon littoral mauritanien qui est quand même assez fragile. Et maintenant, si je fais un peu le lien par rapport donc, à l'actualité qui est en fait le Covid-19, il est vrai que donc, tous ces aspects ont déjà été prévus, mais cette pandémie du Covid-19, bien sûr, a eu un certain impact sur l'exécution du projet. D'ailleurs, aujourd'hui, on est quand même pratiquement à 6 mois, bien sûr, de retard, parce que pour prendre en compte donc, toutes les mesures liées au Covid-19,
Donc, ça a fait que ça nous a causé un certain nombre de ralentissements et même certains jours d'arrêt, parce que dans la mise en œuvre du projet, on était appelé forcément à prendre ces mesures pour éviter, parce qu'on est quand même pour éviter des contaminations, parce qu'on est sur un marché où on a journalièrement qui est fréquenté par un peu plus de 10 000 personnes par jour. Donc, on a un flux de personnes qui vont et qui reviennent. Et surtout que, contrairement à tous les autres marchés de la ville de Nouakchott qui ont été fermés, mais le marché aux poissons de Nouakchott n'a pas été fermé. Donc, il fallait prendre ces mesures. Et nous, dans le cadre du PGS de ce projet, on était quand même appelés, donc, toute cette volée qui était consacrée donc, aux questions plutôt sécuritaires de chantier, donc, ont été essentiellement réaffectés donc, dans la sensibilisation, dans la protection donc, de tout le personnel, tous les usagers du MPN, donc, du MPN, bon, c'est le marché aux poissons de Nouakchott, donc pour les préserver de cette pandémie, donc à travers un certain nombre d'activités, donc parce que on a des activités de sensibilisation, on a aussi la mise en place de tous les supports et mesures qui permettent la distanciation, mais aussi donc le lavage des mains avec et même le contrôle des températures, ce qui fait que tout ce volet qui était consacré à la sécurité plutôt du chantier, donc on était obligé de le réaffecter donc, pour prendre en compte cette pandémie en fait, du Covid-19 dans le cadre de ce projet. Bon, très rapidement, malheureusement, je suis venu en fin d'heure, donc briefer un peu donc, le travail qu'on est en train de faire au niveau du marché aux poissons de Nouakchott. Un grand merci à Medjugorje pour cette intervention. Et malheureusement, on ne va pas pouvoir continuer bien plus longtemps parce que pour des questions d'interprétation. Donc, je vais vous remercier encore une fois tous les panélistes qui ont accepté de contribuer à cet atelier virtuel numéro 6. Merci pour le partage de l'ensemble de vos expériences, de vos expertises dans le domaine. Et un grand merci aussi aux co-animateurs, à Alexandre et à Marie-Laure pour votre présence et toute votre aide pour l'organisation de cet atelier. Et également un grand merci à Dominique, notre interprète. Donc, je vous informe que la semaine prochaine, l'atelier numéro 7 portera sur l'accès aux données, sur l'adaptation et aux données hydrauliques. Donc, c'est aussi une thématique très reliée à ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, je vous invite à aller voir plus de détails sur notre site internet Climate Chance. Et je vous informe également qu'on va vous envoyer un compte-rendu complet de la session à la suite de cet atelier, avec aussi l'enregistrement complet de la session. Donc, voilà, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut pour pouvoir continuer à travailler sur cette thématique ensemble. Et voilà, un grand merci à vous et très bonne journée. À très bientôt. Bye bye, merci beaucoup. Merci. Bye bye, merci.